Bonsoir, bienvenue pour ce débat d'entre-deux tours. Ville de Blois. Sur ce plateau, Marc Gricourt, maire PS sortant, 47,25% des voix au premier tour. Face à lui, deux autres candidats, l'UMP-UDI Jacques Chauvin, 15,44% des voix au premier tour. Mais vous venez, on va en parler, de vous unir avec la centriste soutenue par le Modem Christelle Ferré qui a réuni 11,13% des suffrages, et François Duplex, 7,11% des voix. Et puis enfin, Michel Chassier, candidat Front National, arrivé deuxième de ce premier tour avec 15,73% des voix. Bonsoir messieurs, bonsoir. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Anne Hirju, journaliste à la Nouvelle République du Loir-et-Cher. C'est avec vous que nous allons animer ce débat et on va commencer par l'actualité fraîche, l'union de la droite et du centre. Jacques Chauvin, pouvez-vous nous confirmer que vous avez réalisé une fusion avec les deux autres listes de la droite et du centre? Je pense que nous avions, ou que nous avons vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis des Blaisoises et des Blaisois, nous avions cette responsabilité de faire en sorte que cette division du premier tour ne perdure. Et je vous confirme que nous nous sommes mis d'accord sans difficulté. Donc division au premier tour, unité de façade au deuxième? Unité de façade au deuxième. Vous confirmez, unité de façade? Je vous confirme. Donc il y aura d'ailleurs en fin d'après-midi un point presse pour présenter la nouvelle liste à nos concitoyens. Marc Gricourt, vous êtes exprimé sur cette union envisagée de la droite et du centre pour le second tour. Vous avez, si je reprends vos propos, j'imagine mal un électorat démocrate porter ses suffrages sur une éventuelle liste d'union portée par Jacques Chauvin. Est-ce que c'est républicain comme je voudrais simplement dire que cette union ou cette fusion des trois listes de droite du premier tour n'est pas un front républicain, c'est plutôt un front politique ou presque politicien, dont le seul objectif est de faire en sorte que le Front National ne soit pas le numéro 2 au deuxième tour. On connaît les différences d'approche qui sont celles des trois candidats de droite du premier tour. Ça a été exprimé dans la presse. Christelle Ferré, le 11 janvier précisément, dans la presse, disant qu'à ce stade, il n'y avait pas de possibilité de rassemblement, y compris au deuxième tour, avec Jacques Chauvin. Monsieur Duplex disait la même chose. Donc on est sur une union de trois candidats qui se sont fortement divisés, voire affrontés, confrontés au premier tour. Donc l'objectif et l'unique objectif pour ces trois listes, c'est quelque chose de louable. En tant que républicain, je le soutiens, c'est de faire barrage au Front National. Michel Chassier, faire barrage à votre liste, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, ça montre, effectivement, nous étions deuxième, nous sommes arrivés en deuxième position au premier tour. Et aujourd'hui, bien tout le monde, le souci de tous les candidats qui restent en lice, ce n'est pas de parler de l'avenir de la ville de Blois, c'est de dire qu'il faut s'opposer au Front National, alors que nous portons un projet et je ne vois pas quelle menace nous pourrions représenter, au contraire. Il y a d'ailleurs eu une déclaration étonnante de Marc Gricourt le lundi matin sur une radio locale, où il disait en gros, il appelait la droite républicaine à voter pour Jacques Chauvin au deuxième tour. En quelque sorte, c'était « il faut sauver le soldat Chauvin ». Et vous l'avez bien dit. Vous avez beaucoup d'attention pour moi. Il va y avoir au deuxième tour une unité de façade, ça a été confirmé, et une unité qui ne durera probablement pas, puisque, on l'a vu déjà au cours de la mandature précédente, ce groupe d'opposition, qui n'était pas très uni, s'est déjà divisé, et je pense que la même chose se produira. Ce que veut dire tout cela, c'est que clairement Marc Gricourt a désigné Jacques Chauvin comme son opposant officiel. Il l'a désigné comme tel, un opposant de confort, un opposant qui ne lui posera pas de problème. Et Jacques Chauvin accepte son rôle d'opposant puisque maintenant il sait qu'il ne peut pas retourner la tendance. Cela veut dire que l'opposition et la force de proposition au prochain conseil municipal sera portée par le Front National et par notre liste. Réaction peut-être de Jacques Chauvin sur ce rôle d'opposant qui vous est déjà... Écoutez, je vois beaucoup de sollicitude à ma gauche et beaucoup de sollicitude à ma droite, à mon extrême droite. Puisqu'on parle d'un côté de sauver le soldat Chauvin et de l'autre côté, je suis désolé, monsieur Gricourt, lorsque vous parlez que notre seul objectif c'est de faire barrage au Front National, oui,
oui, je le confirme, et ce n'est pas une unité de façade, mais par ailleurs, dans d'autres villes que la ville de Blois, le Parti socialiste a bien appelé aux listes PS d'éviter en tout état de cause la moindre triangulaire. Je répète. D'ailleurs, elle se retire, ce que ne fait pas la droite française. Oui, mais enfin, pour l'instant, je dirais que notre union avec Christelle Ferré, c'est un engagement pour le présent et pour l'avenir. Et ce n'est pas uniquement un engagement avec Christelle Ferré. Je vous rappelle que j'étais candidat de la droite et du centre, et qu'il y avait par ailleurs une liste MoDem qui a soutenu Christelle Ferré. Donc c'est bien un accord entre ce que représente Christelle Ferré, l'Union centriste, l'UMP, l'UDI et le MoDem pour le présent et pour l'avenir. On en parlera sans doute dans les prochains jours au vu de la composition de cette liste. Marc Grécourt, est-ce que vous rejoignez Michel Chassier sur le fait que voilà, l'équipe de Jacques Chauvin va se retrouver dans l'opposition et que on va devoir faire face à de nouvelles divisions au sein du groupe de la droite? Et, je ne vais pas me préoccuper de l'avis de ma possible future opposition ou de mes oppositions. J'avais d'ailleurs dans cette mandature qui s'achève déjà selon les périodes, deux oppositions ou une, voilà, qui n'arrivait pas non plus à se mettre d'accord sur des positions communes et claires au cours des conseils municipaux. Ça a été soulevé d'ailleurs par M. Chassier, en grand observateur de la vie publique locale. Je crois que Jacques Chauvin s'est positionné en leader de l'opposition dès l'instant où il a annoncé qu'il serait candidat tête de liste et où sa candidature a été validée. Il est le leader sortant de l'opposition ou de l'opposition sortante et aujourd'hui c'est vrai qu'il reste la tête de liste. Bon, je ne crois pas que ce soit en effet, alors une union pour le présent, vous dites Monsieur Chauvin, une union pour le présent et pour l'avenir. En tout cas, c'est une union dans l'urgence, une union qui pour moi, est plutôt l'union du passé, puisqu'on y retrouvera, nous verrons bien quand la liste sera promulguée, mais on y retrouvera la plupart des anciens élus de l'équipe à laquelle vous étiez très impliqué, de l'équipe de Nicolas Perruchot, Jacques Chauvin, entre 2001 et 2008. Donc c'est un retour sur le passé, avec peu d'espérance en l'avenir, à l'exception peut-être de Madame Ferré, il faut bien le reconnaître, qui symbolise quand même le renouveau à droite. Le candidat est du passé, hein, c'est un petit peu le reproche qui vous est fait. Je crois que lorsque j'entends Marc Grécourt parler de division au niveau de l'opposition municipale, je vais lui rappeler deux choses très simples. Pendant 6 ans, nous avons vécu votre propre division au sein de votre majorité. Puis-je vous rappeler 3 éléments? Au bout de quelques années, vous avez retiré des délégations à votre première adjointe, en l'occurrence Madame Baraban. Puis-je vous rappeler que régulièrement au conseil municipal, vos colistiers verts étaient quelque peu turbulents, jusqu'au fait de voter contre le PLU, de voter contre l'extension de la vidéosurveillance. Est-ce que je puis vous rappeler que dans la dernière ligne droite, vous avez connu quelques difficultés avec un trublion, en l'occurrence Monsieur Bourdillon, qui vous interpellait en toutes circonstances. Et au passage, vous avez quand même dans votre conseil municipal évincé un maire adjoint en charge du commerce qui s'appelait Malika Gadjati. Alors je dirais de l'avenir maintenant et des oui, projets. Non, mais on y vient. Plutôt qu'une période révolue, oui, les élections. Il ne faut pas me dire que l'opposition municipale a été en permanence divisée. J'étais le chef de file d'un groupe UMP divers droite, et ce groupe UMP divers droite, il a fait le job, vous-même vous l'avez reconnu, dans le cadre d'une opposition constructive, offensive, et puis on a travaillé ensemble dans l'intérêt de Blois. Maintenant on peut parler de l'avenir. Alors on va finir ce tour politique peut-être avec vous, Michel Chassier. Oui, bien sûr.
Est-ce que vous y voyez une collusion entre la droite et la gauche? C'est ce qu'on entend régulièrement au Front National dans ce qui vient d'être dit. Ce que l'on constate, ce qu'on a constaté au cours de cette mandature, c'est qu'il n'y avait pas, à notre sens, une véritable opposition. J'ai entendu souvent en conseil municipal Jacques Chauvin critiquer, intervenir sur des dossiers, et pour le plus souvent, au final, voter en faveur de la proposition qui était faite, 99% des cas. Opposition constructive, Donc, dit Jacques Chauvin. constructive. Oui, mais j'ai été moi-même conseiller municipal d'opposition, et dans une opposition sérieuse, et dans une opposition constructive également. D'ailleurs, il faut rappeler que lorsque nous étions dans l'opposition, aussi bien face au socialiste Jacques Lang que face au centriste Nicolas Perruchot, en matière budgétaire, par exemple, nous étions les seuls à faire des propositions alternatives, alors que les autres se contentaient de critiquer. Donc, nous avons des projets, nous ne reparlons pas du passé, nous sommes tournés vers l'avenir, nous nous sommes présentés vers les Blésois avec un projet. On nous dit toujours, oh oui, c'est un vote protestataire, etc. Non, nous avions un projet. Hein, il est dommage que nous n'ayons pas pu le porter davantage, peut-être pas davantage, pas suffisamment non plus critiquer le bilan du maire sortant, ce qui fait que, malheureusement, beaucoup de gens qui étaient déçus ou mécontents ont préféré s'abstenir. C'est ce que nous regrettons. Nous leur demandons au deuxième tour de voter pour le véritable changement que nous représentons. Je me permets juste une remarque par rapport aux propos de M. Chauvin. On ne peut pas me reprocher à un moment de faire preuve d'autorité, d'avoir la capacité à être un animateur d'équipe, un chef d'orchestre, de retirer éventuellement des délégations quand l'élu en question concernant la délégation commerce ne remplit plus la mission telle que je le souhaitais, et à d'autres moments exprimer publiquement que le maire de Blois d'aujourd'hui n'a pas d'autorité, d'aucuns diront, et je regarde M. Chassier, que c'est le président de l'agglomération qui gouverne, enfin voilà. Donc je crois que j'ai fait la démonstration de ma capacité à animer une équipe, à gérer la ville, à prendre des décisions, à fixer un cap. Très bien, ça sera le mot de la fin sur cette partie. On va passer au fond au dossier, et on va parler d'abord des impôts. Oui, un sujet qui fâche, qui a fâché, et pour lequel vous avez des divergences et des propositions différentes. On peut peut-être commencer par Marc Ricourt, à qui on a reproché 2 augmentations successives de la fiscalité locale, et qui fait le jeu de l'opposition. Plus 4,8% en 2010 avec un bouclier fiscal, plus 4% en 2011. Absolument. Est-ce que vous promettez de ne pas réaugmenter les impôts? Je crois que dans le contexte d'aujourd'hui, je suis convaincu que quels que soient les élus en responsabilité demain, tous tiendront cet engagement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a dans ce contexte une stagnation, voire pour beaucoup de familles, de foyers, une perte de pouvoir d'achat. Ça n'épargne personne, même pas nos retraités, et je crois qu'on ne peut pas accepter d'augmentation de la fiscalité. Donc vous je m'y suis engagé depuis 3 ans. D'impôt, malgré la baisse des dotations étatiques. Absolument, mais cette année nous avons encore 500 000 euros de moins de retour de l'État, et nous avons bouclé notre budget sans augmentation de la fiscalité, parce qu'il ne peut pas en être autrement, quitte, et c'est ce que j'ai dit aux Blésois durant cette campagne, quitte demain à prendre des décisions pour revenir sur des projets d'investissement, ou pour revenir sur certaines politiques publiques qui ne seraient pas des politiques publiques de compétences obligatoires de la ville. Est-ce que vous avez déjà des idées? Non, j'en ai pas, parce que je vais tout faire, comme nous le faisons d'ailleurs depuis 3 ans, pour construire notre budget dans une dynamique forte en termes d'investissement, de maintien des politiques publiques, avec une grande qualité de service public, des actions en direction de tous, sans avoir recours à la fiscalité, tout simplement en faisant des économies. La bonne gestion, c'est ça, c'est le résultat qui est le nôtre. Si on corrige de l'effet de l'inflation sur la mandature, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 0,41%. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire, en temps de crise, des choix et des restrictions dans certains domaines. Je pense que vous n'avez absolument pas la même vision des choses. Jacques Chauvin, si vous maintenez les taux, vous faites des choix stratégiques et économiques différents de ceux de Marc Ricourt. Lesquels? Non, mais assurément, je voudrais quand même dire une chose. Il y a 3 candidats autour de cette table. Il y en avait, il y a encore quelques jours, beaucoup plus. Et effectivement, comme ça a été rappelé à l'instant, on s'est tous engagés à ne pas augmenter les impôts.
Je pense qu'il faudrait être un tout petit peu plus précis. Est-ce que ça vaut Est-ce que c'est pour Blois et y compris pour l'agglomération? Oui, je vais revenir sur l'agglomération, parce qu'effectivement, on oublie l'agglomération, et l'agglomération, il y a là aussi une fiscalité locale, sur la taxe d'habitation en particulier. Mais je reviens à la fiscalité au niveau de la ville de Blois. Lorsque l'on dit il y a un engagement de tous les candidats, s'agit-il des taux, ou s'agit-il du montant de votre feuille d'impôt? Parce qu'on sait très bien que même si on maintient les taux, en tout état de cause, il y a une évolution des bases chaque année. Et donc la feuille d'impôt augmente. Bon. Donc c'est la première question. Je ne suis pas sûr que tous les candidats répondent de la même façon. Ensuite, effectivement, au premier tour, il n'y a pas eu de débat sur le comment. Comment on s'y prend? Quel engagement on peut prendre? Non pas une promesse, parce que je rappelle à Marc Gricourt qu'il avait fait une promesse en 2008, il n'a pas pu la tenir. Je peux revenir sur vos promesses de 2001, monsieur Chauvin. Mais on va y revenir, parce que là... vous posez une question, comment on s'y prend? Et est-ce que vous pouvez... Oui, c'est ça. Comment on s'y prend? De toute façon, il n'y a pas 36 façons de s'y prendre. Tout d'abord, il faut faire des économies. D'accord? Ça veut donc dire que sur le budget de fonctionnement, il faut faire des économies. D'un autre côté, si on veut retrouver des marges de manœuvre, il faut faire, en termes d'investissement, des choix porteurs d'avenir qui permettront de créer de la richesse et, par exemple, sur quoi? Par exemple, faire revenir des habitants en centre-ville. Parce que la fiscalité, c'est les taux. Ce sont les bases et c'est aussi l'assiette. Quand la ville de Blois, ces dernières années, a perdu 6 000 habitants, elle a bien perdu, d'une certaine façon, un potentiel fiscal. On passe de 3 500 des chiffres de l'INSEE à 6 000. Mais M. Chauvin est spécialiste dans l'augmentation des chiffres. Oui, mais vous aussi, vous êtes spécialiste des tracts de dernière minute où vous nous sortez des chiffres à la cantonade, comme les chiffres sont les vrais, M. Chauvin. Quand vous avez investi 19 millions d'euros sur la voirie. On va finir avec vous, Jacques Chauvin. Comment est-ce que vous faites revenir les habitants? Si c'est votre solution pour élargir l'assiette, comment faire revenir ces habitants au centre-ville de Blois? Avec quelles incitations? Vous avez déjà un premier élément, ça concerne le développement économique. Pour faire revenir des habitants en centre-ville, il faut effectivement qu'au niveau du développement économique, qui est de la compétence de l'agglomération, eh bien, on inverse un peu la tendance à laquelle on a pu constater ces 6 dernières années. Et deuxièmement, la revitalisation du centre-ville, et en particulier des projets sur lesquels il y a un consensus, en particulier sur le quartier-gare, on voit bien que là, on va faire revenir des habitants. Et pour faire revenir des habitants, il faut aussi que l'offre soit en adéquation avec la demande et qu'il n'y ait pas une fiscalité repoussoire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un delta de 5% sur la taxe d'habitation entre la ville de Blois et les villes de la première couronne, ça n'encourage pas forcément un certain nombre de concitoyens du territoire de venir habiter à Blois. Alors bon, vous avez posé deux dossiers qu'on va aborder. D'abord, peut-être vous, Michel Chassier, au Front National, en général, on vous entend avoir la volonté de baisser les impôts. Est-ce que c'est le cas à Blois? Très rapidement, oui. Vous voulez baisser les impôts ou pas? Nous l'avons écrit et nous avons fait un calcul, une proposition très sérieuse qui consistait à baisser de 1 demi-point par an sur 6 ans, ce qui fait 3 points sur une mandature. Et nous avons fait le calcul tout simple que nous, ce n'est pas les dépenses d'investissement que l'on attaquerait. Marc Gricourt dit on pourra revoir certains investissements en cas de besoin. Je pense que nous mettons l'accent plus sur les dépenses de fonctionnement, puisque un demi-point gagné sur les dépenses de fonctionnement, c'est 1 point de fiscalité. Et quand nous disons 1 demi-point d'économie, ça veut dire qu'on se réserve une marge, effectivement, pour pallier au désengagement de l'État. Donc c'est le calcul que nous avons fait. Et quand on parle de choisir... Vous avez un projet pour réduire les dépenses, les dépenses de fonctionnement de la ville de Blois. Ce serait intéressant de le connaître, parce qu'on ne le connaît pas, monsieur Chassier. On pourra faire un chiffrage détaillé, évidemment. Mais quelques exemples. Non, mais il y a un certain nombre de dépenses. Déjà, les dépenses générales de fonctionnement. Je pense que nous les avons attaqués, monsieur. Non, mais c'est pas compliqué. On nous a vendu l'aglo comme un moyen de réaliser des économies.
C'est-à-dire qu'on a dit on va mutualiser, par exemple, au niveau des dépenses de personnel, on va mutualiser avec l'agglo, on va réduire les dépenses. Or, malgré cela, elle continue à augmenter, bien que l'agglo elle-même augmente ses dépenses de personnel. Alors ça veut dire que quelque chose ne va pas, qu'il y a encore des doublons. Et les dépenses de personnel continuent d'augmenter. Le chiffre, mais pas le nombre. Nous sommes dans une baisse du nombre de fonctionnaires. Vous savez, voilà. je pensais que vous étiez un peu plus au fait des chiffres, Oui. Monsieur Chassier. Nous sommes dans une augmentation cette année de 1,4% Oui. en tenant compte de ce dont nous ne sommes pas responsables, Oui, des éléments c'est-à-dire techniques. le glissement vieillesse Voilà. technicité, la loi qui est une bonne loi d'ailleurs sur les catégories C, sur l'indice, la réforme sur la prévoyance. Tout ça c'est positif pour les salariés municipaux, les fonctionnaires municipaux. Pour autant ça nous impacte. On se prend grosso modo 1 million sans qu'on ne fasse rien. Nous sommes à 1,4% malgré cela, c'est-à-dire que sans ces éléments, en dehors du glissement vieillesse technicité, nous sommes encore cette année en augmentation négative. Donc ce sont des efforts sur la gestion du personnel qui sont réels et comme ça n'a jamais non plus été fait dans cette collectivité. Je pense que Mais nous moi, ce qui pouvons- m'intéresserait, Monsieur Chassier, c'est mais de dire aux écoutez, Blésois, non, mais qu'est-ce que où vous allez faire des économies je pourrais donner sur la quelques- vie associative, je sur le pourrais donner- sport, sur la Ah, mais attendez, culture. je pourrais donner dans les quelques écoles. exemples parce que voyez-vous, ben, quand allez-y, j'étais dans répondez. l'opposition, On vous écoute. j'avais proposé un projet un contre-budget donc détaillé avec des chiffrages sur un certain nombre de domaines, aussi bien dans le fonctionnement que dans l'investissement, etc. Et j'avais proposé une diminution de 1% des dépenses de fonctionnement. On m'avait dit c'est impossible. Quelques années après, je crois qu'il y a une municipalité, je crois que c'est la vôtre, qui a dû faire 3% parce qu'il n'y avait pas le choix. Bien sûr. Donc quand on n'a pas le choix, on est bien obligé. Donc, alors, j'ai dit déjà dans les dépenses générales de fonctionnement, c'est un ensemble les dépenses générales de fonctionnement, que ce soit les Il y a des dépenses de chapitres à personnel, les choisir. dépenses des services, etc. Et alors, j'ai pointé un certain nombre d'économies possibles dans le domaine de la culture où il y a des dérives. Je regrette, mais il y a des dérives. Quelles sont ces dérives? Il est normal que l'on subventionne des établissements comme la Halle au Grain, Scène Nationale, comme Bédéboum, etc. Mais il doit y avoir un équilibre, une mesure quand même, une mesure à toute chose entre la part que paye le spectateur et la part du contribuable. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un spectateur va à la Halle au Grain, quand il paye 20 €, le contribuable en paye 120. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut ramener l'aiguille, pas au milieu, mais qu'on réduise un petit peu la part de l'aide publique. On ne peut pas. Je vais vous On ne surprendre, peut plus. Monsieur Chassier, Allez, sur réponse sur de cette Marc proposition. Leclerc, Je suis d'accord et je l'ai moi-même évoqué il y a quelques c'est très semaines bien. avec mon directeur général adjoint. Eh bien, c'est très bien et nous ne ferons pas un coup près. Nous disons c'est quelque chose qu'il faut négocier. On sait qu'il y a des conventions. Il faut que ces structures s'adaptent, mais il faut y travailler. Jacques Chauvin, très rapidement, après il faut qu'on aborde le Je dossier. réponds peut-être aux deux questions en même temps lorsque l'on parle d'investissement et de fonctionnement. C'est que très souvent, on oublie sur des investissements qui ne sont pas forcément des investissements d'avenir, qu'il y a derrière un coût de fonctionnement. Je ne prends que deux exemples, à la marge. Premier exemple, un investissement, la Fondation du Doute. C'est un investissement. Est-ce que l'on avait imaginé un instant qu'il y aurait obligatoirement un besoin de subvention d'équilibre? Peut-être que ça viendra un jour. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a voté au budget 2014 une subvention d'équilibre qui correspond à 1 point de fiscalité. 400 Deuxième- 000 euros. Comment? 400 000 euros. Non, c'est pas 300 000 euros. La subvention municipale d'équilibre, le budget est de 400 000 euros. La subvention d'équilibre est de 200 ou 225 000 euros, c'est-à-dire 1 point de fiscalité. Je l'ai là, le budget. On est d'accord là-dessus. Après, qu'on ne soit pas d'accord sur mon commentaire, mais le budget de la Fondation du Doute est d'un peu plus de 400 000 euros et il y a une subvention d'équilibre en 2014 de 220 ou 225 000 euros, ce qui correspond, peu importe, à 1 point de fiscalité. Deuxième exemple. Et là, c'est même un petit coup de patte par rapport à un minimum de correction en période électorale. On a parlé discrètement d'un projet de maison de la bande dessinée. Bon, certes, on a voté au budget 2014 l'investissement. Mais là, on accélère le processus. Et on ne nous dit pas si il n'y aura pas, là encore,
un coût de fonctionnement qui sera supporté par le contribuable. Point d'interrogation. Donc à chaque fois, c'est un petit peu, tiens, un projet structurant qui est attendu par tout le monde. La salle du jeu de paume. On est tous d'accord. Si ce n'est que l'investissement c'est un est projet tel... porté par l'agglo. Oui, oui, mais on parle aussi de la ville et de l'agglo, si vous me permettez. Notre projet de 2008. Voilà. Mais je dis ce projet, aujourd'hui, il y a un consensus sur le projet. Il n'y a peut-être pas autant que ça un consensus sur l'enveloppe budgétaire. Il n'empêche que, est-ce que, aujourd'hui, on peut avoir des chiffres précis sur le coût de fonctionnement, parce qu'en coût état de cause, ça aura un impact sur la fiscalité, et comme vous le disiez tout à l'heure, non pas sur la fiscalité de Blois, mais sur la fiscalité de l'agglomération. Alors, on va vous entendre sur la Fondation du Doute, Marc Grécourt. Est-ce qu'il n'y a pas eu dérapage, d'après ce que dit pas Jacques du tout. Chauvin? On est dans ce que nous avions prévu en termes de budget prévisionnel. En investissement, ça a coûté 480 000 € précisément à la ville, entre les aménagements des bâtiments, l'achat de nouvelles collections auprès de l'artiste Ben, la muséographie, tout ça c'est 480 000 €. Le fonctionnement c'est 300 000 € par an, hors recettes. Recettes attendues autour de 100 000 €. Donc on est bien à peu près à ce que dit Monsieur Chauvin, autour de 200 000 € aujourd'hui, puisque nous sommes dans un démarrage, comme l'a été il y a maintenant plus de 10 ans la Maison de la Magie, très longtemps en déficit et aujourd'hui en excédent. Nous sommes sur des outils un investissement sur l'avenir d'attractivité, absolument. Ça correspond pour bien éclairer les Blésois. La population qui est ça peut paraître énorme. Sociaux, ça paraît pour énorme, bien éclairer les Blésois, c'est le même montant en fonctionnement annuel qu'une exposition au château que nous faisons tous depuis des décennies pour être un élément d'attractivité supplémentaire touristique. Une exposition au château sur 4 mois de l'été, de l'année, coûte entre 300 et 400 000 €. Donc 300-400 000 € pour 4 mois, 300 000 € de fonctionnement sur une année. Si on enlève les recettes attendues, 200 000. Donc c'est quelque chose qui est un élément d'attractivité supplémentaire. Et quand M. Chauvin parle de développement économique, la culture est aussi un outil. On en vient au développement économique. C'est la question qui a été posée. Développement économique, il faut qu'on avance. Eh ben, vous voulez la parole, vous allez la prendre. Très rapidement sur la Fondation du Doute. En 2 mots. Contrairement aux expositions au château, on peut parler d'investissement parce qu'il y a un retour en matière touristique, la Fondation du Doute, ce qui n'est que la continuation du musée de l'objet, on l'a vu pendant 20 ans, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. 5 000 visiteurs par an au musée de l'objet, nous sommes déjà l'année dernière à 20 000 entrées. Juste un mot rapide quand vous sur dites les 20 000 impôts. entrées, c'est pas 20 000 entrées payantes. Alors, il faut quand même être précis. Sur la fiscalité, M. Chauvin dit qu'il faut de la correction. La correction, moi j'ai retrouvé les documents de campagne de 2001 et 2008, de 2001 où M. Chauvin, il y a M. Perruchot, s'engageait sur 20% de baisse de la fiscalité. 20%. Donc ça démontre la démagogie, on est dans quelque chose d'incroyable. Moins 20% sur la mandature, et ça a été le résultat de M. Chauvin et M. Perruchot, plus 9% de fiscalité. Donc sur ces questions, il faut être prudent, raisonnable, se fixer des objectifs qu'on peut atteindre. Alors, on en vient au développement économique. C'est quand même un sujet qui est important dans cette émission. Non mais très rapidement, parce que sinon on ne va pas pouvoir avancer. Je peux pas laisser dire cela parce que répondez, mais en 2 secondes. Monsieur 2 secondes, s'il vous plaît. C'est la réalité. C'est un mensonge pour la simple et bonne raison. Attendez, je parle de ce qui a été fait sous la mandature Perruchot entre 2001 et 2008. Premièrement, c'est la seule municipalité qui a baissé les impôts. 1%. C'est la seule municipalité. Oui. J'étais le premier adjoint en charge des finances jusqu'en 2005 et je le dis, j'ai baissé les impôts. En 2005, ce n'est pas Nicolas Perruchot, c'est Nicolas Perruchot et l'État qui, dans le cadre de ce projet de rénovation urbaine, on nous a fait obligation de montrer que l'on était capable de participer au financement de ce projet pour les 15 prochaines années. Alors, ne revenons pas dans le passé, s'il vous plaît. Il faudrait quand même ça a été plus 10. Non, donc plus c'est 10, pas vrai. moins 1. C'est pas vrai. Vous avez fait plus 10, monsieur Chauvin. Bon, monsieur Chassier était élu parlons d'avenir. Vous ça. parliez de développement économique, il faut qu'on avance. Oui. Vous parliez de développement économique. Jacques Chauvin, comment vous pourriez développer cette ville, accompagner une reprise d'activité? Alors bien sûr, c'est une compétence de l'agglo, mais la campagne des municipales à Blois, c'est aussi la campagne municipale à l'agglo. Donc comment on accompagne la reprise d'activité si elle vient bien comme on nous le promet? Je crois que tout d'abord, il y a un premier
défi qui nous attend. C'est le problème de l'attractivité du centre-ville. Deuxièmement, il y a un deuxième, non plus un défi, mais une opportunité qui est nôtre, c'est que la ville de Blois a un potentiel de richesse, d'atouts, tels que la Loire, tel que son patrimoine, tel que ses écoles d'enseignement supérieur. Et effectivement, là, nous avons deux opportunités. La première, c'est de doper le tourisme, et pas avec la Fondation du Doute, de doper le tourisme, voilà, pas seulement, et éventuellement dire on dope le tourisme, on développe le tourisme d'affaires pour qu'il n'y ait plus à Blois un tourisme saisonnier, mais troisièmement, ces atouts, et en particulier les écoles d'ingénieurs. Ça faisait peut-être partie de l'originalité de notre programme. C'est de dire qu'il faut en faire des leviers de développement et d'attractivité de notre ville, ce qui était antérieurement un handicap. Il y a une école nationale du paysage à Blois. Cette école du paysage à Blois, pour qu'il y ait une cohérence, j'ai proposé effectivement un projet de renaissance des jardins de Blois autour du château, à proximité de cette école nationale du paysage. Ça pourrait être un terrain d'application et ça permettrait au niveau du tourisme peut-être de faire rester les touristes plus longtemps sur la ville de Blois. Deuxièmement, l'INSA. On va avoir maintenant les nouvelles technologies. On s'appuie sur l'enseignement supérieur pour développer économiquement la ville. Je crois que c'est la réalité. Non, mais attendez, il faut qu'on avance. Si vous ne répondez pas concis, on ne va pas pouvoir aborder tous les dossiers. Il ne reste déjà plus grand-chose. Donc Michel Chassier, rapidement sur le développement économique. Écoutez, nous avions 17 propositions sur nos 80 qui concernaient le développement économique. Alors je ne pourrais pas toutes les aborder, bien entendu, ça ferait beaucoup. Il y a des points forcément où nous pouvons être d'accord sur le développement économique, y compris entre opposition et entre majorité et opposition. Mais nous faisons des constats. On disait tout à l'heure que Blois se dépeuple. Blois se dépeuple parce que aussi, il y a peut-être une perte de population pour aller vers l'extérieur, mais pour que Blois se repeuple, il faut des emplois. Pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait des entreprises. Les entreprises, il faut aller les chercher, il faut les accueillir et les accompagner. Ça ne se fait pas tout seul. Je crois qu'il faut une politique beaucoup plus dynamique que celle qui a été menée jusqu'ici. Certaines petites communautés de communes ou villes moyennes en Loir-et-Cher l'ont fait. C'est possible à Blois. Il faut donc renforcer notre offre foncière d'entreprise et son attractivité, notamment au niveau de la fiscalité, puisque là aussi, si on prend la fiscalité sur les entreprises, la cotisation foncière, elle est la plus élevée des 6 préfectures de la région centre. Et inciter les entreprises à s'installer. Monsieur Chassier. Oui, en pourcentage. Oui, en taux, puisqu'on a des bases plus défavorables. C'est le taux voté. Et des mesures d'accompagnement, ça veut dire par exemple des techniques de foncier différé qui permettent à une entreprise de s'installer immédiatement et de régler le montant du terrain plus tard, etc. Coopérer avec l'université, enfin, il y a beaucoup de choses. Et revitaliser le centre-ville, c'est évidemment une priorité pour nous, mais qui ne passe pas que par le développement économique. Revitaliser le centre-ville et ses commerces, ça veut dire redonner au centre-ville sa fonction, la fonction d'une vraie ville, tel que nous l'entendions jusqu'ici, qui est en train de se disperser, un petit peu comme les villes américaines, où aussi bien les surfaces commerciales, les cinémas, les centres de soins, tout s'en vont vers l'extérieur. Ça veut dire qu'en centre-ville, il faut un pôle santé. Ça veut dire, je proposais que, par exemple, la maison des associations, qui est très mal placée actuellement dans un quartier peu accueillant, soit ramenée en centre-ville. Et ça, ce n'est pas des investissements élevés, dans la mesure où il y a des locaux disponibles. Tout ce que l'on peut ramener en centre-ville pour faire de l'attractivité fera revivre le commerce et fera revivre l'emploi. On va passer au thème. Peut-être quand même juste un point sur le développement économique. Je ne suis pas exprimé sur le développement économique. Vous voulez vraiment répondre? Ce sera rapide, juste parce que vous êtes en avance. Le soutien. Attendez, laissez d'abord Jacques Chemin. Non, je voulais ça. Non, mais je vais très rapidement. Je crois qu'au niveau du développement économique, ce qui fait défaut aussi aujourd'hui au niveau de la ville, au niveau de l'agglomération, c'est premièrement un outil. Nous avons des sociétés d'économie mixte, mais sur la partie commercialisation, promotion de nos territoires, il nous faut une agence de développement économique. Deuxièmement, je crois, ça a été évoqué à l'instant par Michel Chassier, c'est développer aussi notre territoire autour de thématiques. Ça a été le cas
où on a essayé à une certaine époque avec le pôle santé. Il y en a d'autres qui le font en dehors de l'agglomération blésoise, tels que M. Brault à Contre avec un pôle agroalimentaire. Ça plaide pour que, autour de la gare, ça plaide peut-être que demain, sur une friche québécois, on puisse identifier des thématiques qui seront porteurs de développement pour nous. Marc Grécourt, il faut que vous répondiez. Est-ce qu'il ne manque pas une structure au niveau de dans ce mandat, là aussi c'est la réalité, augmenter le nombre de fonciers disponibles. Il y a une nouvelle zone d'activité qui est en cours de réalisation par l'agglomération vers le péage autoroutier. Nous avons sérieusement pris en main le traitement des friches industrielles commerciales. C'est du foncier demain disponible. Nous avons, quand on parle du soutien au commerce de centre-ville, je crois que nous n'avons pas non plus été mauvais sur cette question. C'est nous qui nous sommes opposés à 2 reprises, et la dernière fois en janvier dernier, à l'extension de surface commerciale sur la périphérie, pour être clair, sur Auchan. 7000 m² il y a 2 ans, 5000 m² cette année. 2 dossiers sur lesquels nous nous sommes majoritairement opposés avec la Chambre de commerce, le département, l'agglo, la ville. Ça, c'est un soutien réel au commerce de centre-ville. L'accessibilité avec de meilleurs desserts de transport en commun, la mise en place de navettes gratuites, tout ça, c'est de l'accompagnement. Malheureusement, dans un contexte, c'est vrai, qui est difficile pour le commerce, il faut tout faire. Et puis, ce sera la poursuite des aménagements urbains pour rendre plus attractif le cœur de ville. Allez, on passe à la sécurité. C'est souvent un argument de campagne pour le Front National. Est-ce qu'à Blois, c'est vraiment un argument de campagne? Vous l'avez d'ailleurs pas trop mis en avant, je pense. Non, nous en avons parlé. Vous savez, on a présenté un programme... Ce n'est pas un thème central de votre campagne à Blois. C'était un thème important quand même. Nous avons dit que nous n'avons pas hiérarchisé dans notre projet, puisqu'il y a un ensemble de propositions, mais nous en avons parlé, et il y a un problème de sécurité à Blois. Qu'on le veuille ou non, il y a une dégradation qui est constatée, au-delà des simples chiffres, hein, parce que nous avons quand même des contacts et des renseignements assez précis, aussi bien côté police municipale, police nationale et même à l'extérieur, gendarmerie. On sait bien que les chiffres officiels ne reflètent pas toujours l'exacte réalité de la délinquance. Mais on assiste depuis le début de l'année à des incendies de voitures répétés, une augmentation des cambriolages. Il y a dans certains quartiers des gens qui parlent de former des comités d'habitants, etc. Donc il y a un réel problème. Agression des commerçants, vol dans les commerces en centre-ville, c'est assez récurrent. Ça, c'est pas nouveau. On peut se promener à Blois tranquillement le soir, tard, sans danger. Si vous dites, ah oui, mais si vous dites que c'est pas nouveau, en tout cas, c'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas accepter une telle situation, et nous proposons un certain nombre de mesures. Hein, rendre à la police municipale ses véritables fonctions d'accompagnement de la police nationale en matière de sécurité, et pas seulement en surveillance du stationnement. Hein, quand on voit qu'entre midi et 2, ils ne travaillent pas, alors que évidemment, il n'y a pas de... Les fonds des parcs-mètres ne fonctionnent pas entre midi et 2, donc on n'utilise pas la police municipale. Non, mais alors ça veut dire une police 24-24, 7 jours sur 7. La police municipale ne peut pas être 24 heures sur 24. Mais par exemple, elle pourrait être beaucoup plus présente à la sortie des écoles et des établissements scolaires, hein, à la fois pour les questions de sécurité, de circulation, et pour parer au trafic qui se déroule généralement en périphérie des établissements. Nous parlions éventuellement d'une astreinte pour pouvoir mobiliser pour de simples constats ou des faits simples. Il y avait cette question. Oui, mais ça libère la police nationale si on peut... Si la police... Herju, sur est-ce que la police municipale doit être armée? Ah, je n'avais pas entendu la question, excusez-moi. Moi, je n'y suis pas hostile, on n'en a pas parlé, je n'y suis pas hostile, ne serait-ce que pour pouvoir se défendre, parce qu'on a affaire aujourd'hui à des agresseurs de plus en plus audacieux, y compris pour des petits larcins. On attaque des commerçants, un bureau de tabac récemment, en n'hésitant pas à utiliser la violence. Jacques Chauvin. Bien, écoutez, je pense que sur le sujet... La police municipale est-elle sous-exploitée à Blois? Bon, je connais très très bien le sujet. J'ai fait des propositions concrètes dans le programme. Bon, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la police municipale, il faudrait tout d'abord redéfinir clairement ses missions. La police municipale, ce n'est pas uniquement les ASVP et les PV au stationnement. Redéfinir les missions. Deuxièmement, il faudrait revoir l'organisation. Parce qu'on ne peut pas faire effectivement du 24 heures sur 24 et du 7 jours sur 7. Il n'empêche qu'une police municipale qui arrête de travailler à 20 heures
cela ne me convient pas. Et surtout en période touristique, où assurément, il y a, entre autres, sur le centre-ville, une animation, du monde, et il faudrait sans doute une présence policière en période estivale jusqu'à 2 heures du matin. Troisièmement, il faut donner plus de moyens à cette police municipale, des moyens en termes d'effectifs. Aujourd'hui, il y a 36 policiers municipaux et des ASVP. Comment? Doublé, par exemple? Comme il ne faut pas parler du passé. Il faudra nous expliquer comment vous financez tout ça. Oui, oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Mais quand on a en termes de politique publique, des choix à faire, c'est d'ailleurs mon engagement, à chaque fois que l'on va générer 1 euro supplémentaire de dépenses, de fonctionnement, il faudra trouver en même temps 1 euro d'économie de fonctionnement. Mais sur la police municipale, il y a deux sujets. Un sujet où il y a clivage avec le candidat sortant sur le déploiement de la vidéosurveillance. Deuxièmement, il y a un projet clair de création d'un bureau de police dans un quartier de Vienne qui connaît quand même beaucoup de difficultés. Et puis je crois qu'il faut être clair, la délinquance, elle a beaucoup évolué. Ça a été dit à l'instant. Tous les jours, l'actualité, ce sont les trafics en tout genre. Et puis les chiffres officiels, malgré tout, ils sont inquiétants sur Blois. Marc Grécourt, c'est un petit peu le... sur Blois sont pas inquiétants. Nous avions en 2007, 2000... Non, tout ne va pas bien. Non, non. Tout ne va pas bien, mais les chiffres sont là aussi. 300 véhicules incendiés en 2008, 2007-2008, sous la mandature de M. Perruchot-Chauvin. Nous sommes à une trentaine, c'est toujours trop. C'est toujours trop. Une recrudescence d'ailleurs, c'est surprenant en période électorale, comme toujours. Sur ces questions de sécurité, moi je voudrais déjà rendre hommage à la police municipale qui fait un travail remarquable dans ce qui est l'essentiel de sa mission, c'est-à-dire la prévention. Ensuite, oui, on peut remettre en question une organisation. Nous l'avons fait en 2010. Nous avons réorganisé la police pour une présence plus visible sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui peut évoluer, pourquoi pas le soir. Après, tout ça a un coût et nous nous étions aperçus, quand la police municipale travaillait jusqu'à minuit, il y avait un appel par jour en moyenne entre 20h et minuit. Et donc c'est en accord avec la police nationale que nous avons réorganisé de la sorte. Mais les choses ne sont jamais fichées. Donc là-dessus, c'est un travail de coopération, de partenariat très fort avec la police nationale, avec tous les partenaires, y compris de prévention, pour une efficacité maximale. On a fini cette émission, on va vous poser une question, oui ou non, c'est la réponse qu'on vous demande et elle concerne la gestion de l'eau. Juste une. Je voudrais qu'on soit clair, monsieur Grécourt. Est-ce que vous pourriez me dire à l'instant présent, oui ou non, y a-t-il un projet d'école coranique avec une réunion programmée le 13 avril prochain sur Blois et un nouveau projet de mosquée sur Blois? C'est une question simple. Vous semblez aussi bien informé que moi, monsieur Chauvin. Donc ça veut dire oui. Il y a des projets, ensuite ça ne veut pas dire qu'ils soient validés, puisqu'il y avait, s'il y a un projet d'école coranique, ça ne serait que sous contrat d'association avec l'État, comme le sont nos écoles catholiques. Vous vous êtes déplacé en donnant votre... Je ne suis pas vous du n'êtes tout. pas déplacé. Pas du tout. Mais vous serez tous les deux à l'inauguration, comme pour la mosquée Bilal, où il y avait Nicolas Perruchot et Marc Grécourt. Ça vous dérange des élus présents pour l'inauguration de mosquée? Sur des mosquées financées avec de l'argent étranger, oui. Cette mosquée a été financée en grande partie par un chèque de l'argent public pour financer un volet culturel. Ce que vous voulez dire, M. Chassier, et notamment les photos qu'il met sur son site ne sont pas les bonnes photos, puisqu'il faut rappeler que c'était quelque chose de très républicain, avec une représentation, y compris de Monseigneur l'évêque. Donc je crois que c'est quelque chose d'important dans le dialogue interreligieux. Nous sommes dans une république laïque où toutes les religions ont leur place. Tout le monde a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce débat. Malheureusement, on n'aura pas abordé tous les dossiers, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Anne. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dimanche dans les urnes.